Que reste-t-il quand même? Les demeures de ceux qui ont bâti l'Amérique financière disparaissent. Où chercher la trace de l'homme qui a dirigé Wall Street, mais a perdu ses propres murs? Au coin de Madison Avenue et de la 37e rue, se dressait autrefois une demeure devant laquelle même la foule bruyante de New York s'immobilisait. Non pas un palais, mais un bastion de pierre du pouvoir, le manoir de John Pierpont Morgan Jr. Il n'est plus là. Ni trace de ces escaliers de marbre, ni de la voûte du jardin d'hiver, ni de ce feu dans la cheminée où brûlait un arbre entier chaque soir. Aujourd'hui, une ligne froide de la façade de la Morgan Library s'étend ici. Le dernier appel d'un clan qui a dirigé le système circulatoire même du capital américain. L'histoire de cette demeure est celle d'une ambition héritée, ainsi que d'une dette envers un père. Jack Morgan, comme l'appelaient ses contemporains, n'est pas né dans le luxe, mais dans l'ombre d'un géant. Son père, John Pierpont Morgan Sr., au moment de la naissance de son fils, contrôlait déjà les chemins de fer, les banques, l'acier et même la politique. Mais dans l'enfance de Jack, la maison familiale sur Madison Avenue ressemblait davantage à une forteresse qu'à un nid familial. Derrière de lourdes portes en chêne, se cachaient des bureaux où se décidaient les destins des corporations. Et dans le salon, résonnaient les voix de Carnegie, Vanderbilt et Roosevelt. L'enfant apprit le silence et la distance, avant même de jouer du piano. Que pouvait bien désirer de plus un héritier, pensait-on. Mais c'est précisément là que résidait le paradoxe. Son père avait créé un empire qui s'était soumis à l'Amérique. Le fils hérita de la nécessité de le justifier. Quand en 1904, Pierpont offrit à Jack la maison au coin de Madison Avenue, ce n'était pas qu'une simple manifestation de générosité paternelle. C'était un défi. La transmission non pas d'une propriété, mais d'une mission. Celle de maintenir le nom de Morgan dans l'histoire, mais déjà sans sa présence personnelle. Le manoir qui se dressait là appartenait à la famille Phelps depuis le milieu du 19e siècle déjà. Et ce n'est qu'ensuite qu'il est passé aux Morgan. Ces murs avaient vu New York passer de l'éclairage au gaz à l'électricité, des calèches aux automobiles. À l'intérieur, il y avait 45 pièces et 12 salles de bain. Une ville entière sous un même toit. Mais derrière ces chiffres se cachait non pas une quête de luxe, mais la peur de la perte. Jack Morgan ne construisait pas de nouveaux palais. Il restaurait méticuleusement les anciens, comme s'il craignait qu'avec le nouveau, le passé ne disparaisse. Le paradoxe de cette demeure se manifeste déjà dans son architecture. À l'extérieur, un brownstone sobre, hérité de la rigueur victorienne. À l'intérieur, de l'or, de la soie, du marbre, des miroirs de Paris. Le contraste entre la façade et l'intérieur reflétait le propriétaire lui-même, un homme à l'esprit bancaire et d'une profonde sentimentalité intérieure. Le soir, il s'asseyait près de la fenêtre donnant sur le jardin, aménagé à la place de la maison voisine démolie par son père, et observait longuement le scintillement des lanternes. Nul ne savait que c'était dans ce jardin qu'il avait prononcé pour la première fois la phrase, consignée plus tard par son secrétaire. Nous gérons l'argent, mais nous ne possédons pas le temps. Pendant que la ville élevait des gratte-ciel, Morgan Jr. aménageait son propre gratte-ciel intérieur, une demeure où chaque pièce l'élevait toujours plus haut au-dessus du bruit de la rue. Mais le temps s'avéra plus fort que la pierre. Lorsque des décennies plus tard, Wall Street commença à changer, cette maison devint le symbole de ce qu'il est impossible de sauver de la vitesse du capital. La paix, le silence et le souvenir d'une mesure humaine dans un monde de chiffres. Nul ne savait que bientôt, une seconde résidence, bien plus grandiose, la propriété de campagne de Matinecock Point, connaîtrait le même sort. Ces murs s'élèveraient pour ensuite disparaître, comme si sur toutes les cartes, ils avaient été effacés par la même main qui signait autrefois les contrats bancaires. Ainsi commence l'histoire de la demeure que construisit le financier le plus influent de son temps,
et que Wall Street elle-même a effacé de la surface de la Terre. Pour comprendre pourquoi John Pierpont Morgan Jr. construisait ses maisons comme des forteresses, il faut revenir là où les murs étaient bâtis non pas de pierre, mais de principes. Sa lignée ne commença pas avec l'or, mais avec la rigueur puritaine. Déjà son arrière-grand-père, Joseph Morgan, était un fermier du Connecticut, un homme de labeur, non de luxe. Dans la famille, on croyait que la richesse n'était pas un droit, mais une responsabilité. C'est dans cette foi ancienne et renouvelée que grandit John Pierpont Sr., futur créateur de l'empire financier. Pierpont Sr. n'était pas un simple banquier. Il était un architecte de la confiance. Au XIXe siècle, alors que l'Amérique construisait chemins de fer et corporations, il créait des ponts entre les capitaux, les maintenant par la parole donnée et la réputation personnelle. Sa philosophie se résumait à une seule idée. L'État peut s'effondrer si la confiance s'effondre. Pour lui, la banque était un temple de l'ordre, et la maison, le reflet de ce temple. C'est pourquoi le manoir sur Madison Avenue n'était pas une simple habitation. C'était un manifeste. La richesse comme une forme de dette envers la société. Jack Morgan hérita non pas tant de millions que de l'ombre de son père. Il reçut le pouvoir, mais avec lui, la peur de dilapider la confiance que Pierpont Sr. avait forgée pendant des décennies. Sa propre vie devint une tentative de concilier deux mondes. Celui de l'argent ancien, où l'honneur primait sur le profit, et le nouveau siècle des machines, de la publicité et des spéculations. Jack fit ses études à Harvard, puis suivit une formation bancaire à Londres, où il acquit une réserve britannique, une manière presque aristocratique de se tenir. Il portait des costumes gris, parlait à voix basse, évitait la publicité. Tout cela était un bouclier contre l'agitation de la Nouvelle-Amérique. Mais à l'intérieur de ce bouclier, se cachait un homme doté d'un sens aigu des responsabilités et d'une anxiété latente. Une de ses caractéristiques le distinguait. Il ne supportait pas la richesse ostentatoire. Même ses montres étaient sans gravure. Lorsqu'il prit la direction de JP Morgan & Company, il fut confronté à une nouvelle ère, celle des spéculations boursières et de la perte d'éthique. Le monde exigeait des décisions rapides, et Jack croyait au pas lent et mesuré. Ce conflit interne devint son premier véritable ennemi. Il hérita d'une machine impériale, mais ne voulait pas en être le visage. Son père agissait comme un monarque, lui, comme un gérant de conscience. Paradoxalement, c'est justement cette retenue qui le rendit plus fort. Lors de la crise financière de 1907, alors que les marchés s'effondraient, Jack ne se lança pas dans les spéculations, mais ouvrit des lignes de crédit à ses concurrents, sauvant non seulement eux, mais aussi la réputation de son propre nom. Ce fut la première stratégie de son succès, protéger les autres pour se préserver. Il agissait comme son père lui avait enseigné, par l'ordre et non par le risque. Mais l'héritage moral avait aussi un revers. Là où d'autres voyaient dans la richesse le plaisir, il y voyait une obligation. Son luxe était réfléchi, presque ascétique. Dans la maison sur Madison Avenue, il n'y avait pas de faste superflu. L'or ne faisait que souligner la structure, et non le luxe. Même le jardin, aménagé à la place de la maison démolie, n'avait pas été conçu pour la beauté, mais pour la tranquillité. Un endroit où l'on pouvait cacher le bruit de Wall Street derrière un mur de verdure. Dans ces murs se reflétait sa philosophie. Chaque pierre, une obligation. Chaque pièce, un souvenir d'un devoir. Il ne croyait pas à la démonstration du pouvoir. Il croyait à son silence. Et pourtant, plus les murs devenaient solides, plus grandissait le sentiment de vide intérieur. Jack Morgan construisait des maisons, mais semble-t-il, il tentait de se construire lui-même, dans des limites qui deviendraient un jour sa prison. C'est alors que le destin le mènera à une rencontre qui changera non seulement sa vie personnelle, mais aussi le destin architectural du clan. Dans cette rencontre fusionneront deux mondes, l'ancien puritain
et le nouveau industriel. Et sur cette union s'élèvera un manoir qui deviendra le symbole le plus éclatant et le plus fragile du pouvoir de la famille Morgan. Lorsque Jack Morgan épousa Jane Norton Grew, la fille d'un magnat industriel de Buffalo, l'événement se déroula discrètement, sans gros titres de journaux ni balles. Jack fit ses études à Harvard, puis suivit une formation bancaire à Londres, où il acquit une retenue britannique, une manière presque aristocratique de se tenir. Il portait des costumes gris, parlait à voix basse, évitait la publicité. Tout cela était un bouclier contre l'agitation de la Nouvelle Amérique. Mais à l'intérieur de ce bouclier se cachait un homme doté d'un sens aigu des responsabilités et d'une anxiété latente. Une de ses caractéristiques le distinguait. Il ne supportait pas la richesse ostentatoire. Même ses montres étaient sans gravure. Lorsqu'il prit la direction de JP Morgan & Co., il fut confronté à une nouvelle ère, celle des spéculations boursières et de la perte d'éthique. Le monde exigeait des décisions rapides, et Jack croyait au pas lent et mesuré. Ce conflit interne devint son premier véritable ennemi. Il hérita d'une machine impériale, mais ne voulait pas en être le visage. Son père agissait comme un monarque, lui, comme un gérant de conscience. Paradoxalement, c'est justement cette retenue qui le rendit plus fort. Lors de la crise financière de 1907, alors que les marchés s'effondraient, Jack ne se lança pas dans les spéculations, mais ouvrit des lignes de crédit à ses concurrents, sauvant non seulement eux, mais aussi la réputation de son propre nom. Ce fut la première stratégie de son succès, protéger les autres pour se préserver. Il agissait comme son père lui avait enseigné, par l'ordre et non par le risque. Mais l'héritage moral avait aussi un revers. Là où d'autres voyaient dans la richesse le plaisir, il y voyait une obligation. Son luxe était réfléchi, presque ascétique. Dans la maison sur Madison Avenue, il n'y avait pas de faste superflu. L'or ne faisait que souligner la structure, et non le luxe. Même le jardin, aménagé à la place de la maison démolie, n'avait pas été conçu pour la beauté, mais pour la tranquillité. Un endroit où l'on pouvait cacher le bruit de Wall Street derrière un mur de verdure. Dans ces murs se reflétait sa philosophie. Chaque pierre, une obligation. Chaque pièce, un souvenir d'un devoir. Il ne croyait pas à la démonstration du pouvoir. Il croyait à son silence. Et pourtant, plus les murs devenaient solides, plus grandissait le sentiment de vide intérieur. Jack Morgan construisait des maisons, mais semble-t-il, il tentait de se construire lui-même, dans des limites qui deviendraient un jour sa prison. C'est alors que le destin le mènera à une rencontre qui changera non seulement sa vie personnelle, mais aussi le destin architectural du clan. Dans cette rencontre fusionneront deux mondes, l'ancien puritain et le nouveau industriel. Et sur cette union s'élèvera un manoir qui deviendra le symbole le plus éclatant et le plus fragile du pouvoir de la famille Morgan. Lorsque Jack Morgan épousa Jane Norton Grew, la fille d'un magnat industriel de Buffalo, l'événement se déroula discrètement, sans gros titres de journaux ni balles. Matincock Point devint l'apogée du calme, mais aussi le début d'un silence dont il n'y avait pas d'issue. Tout dans cette demeure respirait l'autosuffisance. Des cheminées massives aux balustrades, où même le vent résonnait sourdement, comme s'il n'osait pas troubler l'ordre. Jack Morgan y passait de plus en plus de temps. Il lui semblait que, loin de Wall Street, on pouvait arrêter la course du temps, empêcher l'époque de se désintégrer. Mais ce désir même se transforma en sa principale illusion. La Première Guerre mondiale brisa le rythme habituel. L'Amérique, jusque-là sûre d'elle, se trouva soudainement entraînée dans le chaos. Et ce fut Jack Morgan qui finança les Alliés, accordant des crédits à l'Angleterre et à la France. Son nom redevint un symbole de puissance. Mais cette fois, non pas de celle qui construit, mais de celle qui fournit canons et navires. Chaque contrat rapportait des millions, et des milliers de vies qu'on ne pouvait récupérer. Les journaux l'appelaient « l'homme qui nourrit la guerre », et des manifestations avaient lieu sous ses fenêtres.
Il répondait rarement en public. Une seule fois, il dit à un journaliste « Si je le pouvais, je financerais la paix ». Mais la paix n'était pas en son pouvoir. Chaque année, le manoir de Long Island devenait de plus en plus vide. Jane se passionna pour la philanthropie, organisant des hôpitaux et des refuges, tandis que Jack partait de plus en plus souvent en ville, non par désir de travailler, mais pour fuir sa propre quiétude. Après la guerre, une nouvelle tempête survint. Les années 20. New York devint une ville de vitesse, jazz, bourse, automobile. Et Morgan restait un homme du 19e siècle, pris au dépourvu par la nouvelle ère. Sa firme tenait encore le marché, mais intérieurement il perdait déjà, non pas face à ses concurrents, mais face au temps. Il ne croyait plus que la richesse fût capable de retenir le sens. Le soir, il s'asseyait dans la bibliothèque de Matinecock Point, allumait une bougie et lisait les lettres de son père, où celui-ci écrivait « La force, c'est la confiance en l'avenir ». Jack comprenait qu'il n'avait plus cette confiance. En 29, lorsque le marché s'effondra, on l'avait prévenu. Il resta silencieux. Pour lui, la crise n'était pas une catastrophe, mais seulement l'achèvement de l'inévitable. « Le marché ne s'est pas effondré hier », disait-il à son assistant. « Il s'effondrait tout le temps. Nous n'y faisions simplement pas attention. » Il s'enferma chez lui, refusa les interviews et cessa d'apparaître aux réceptions. Pour la première fois, les murs qui auraient dû le protéger devinrent une frontière entre lui et le monde. Matinecock Point se transforma en un fantôme, habitant parmi les vivants. Jane mourut avant lui, tranquillement, presque inaperçue. Après sa mort, la demeure se vida complètement. Jack errait dans les salles où la musique résonnait et n'entendait que l'écho. Ses fils étaient partis, les domestiques vieillissaient, le jardin s'envahissait. Seule la mer restait la même et lui rappelait le temps qu'on ne peut arrêter. Il mourut en 43, dans l'une des petites pièces où il écrivait autrefois des lettres à ses partenaires. Son corps fut envoyé à New York, et la demeure resta debout au-dessus de la baie, telle une immense pose de pierre. Quelques années plus tard, le bâtiment fut vendu, puis abandonné, et finalement démoli. À l'emplacement où se dressait le manoir des Morgan, il y a maintenant un champ vert, et le vent souffle toujours de l'océan. Ni plaque, ni souvenir, comme si la demeure, qui était l'incarnation du pouvoir, n'avait jamais existé. Wall Street, que Morgan avait jadis sauvé, effaça la trace de sa vie. Et pourtant, si l'on longe la côte par un matin brumeux, il semble qu'au loin se dessine la silhouette d'une tour, et de là parvient le faible son d'horloge, les dernières qui tic-tac encore au rythme du 19e siècle. Quand Jack Morgan quitta la vie, la demeure se tenait encore, immense, solitaire, avec des fenêtres derrière lesquelles aucune lumière ne brillait. Mais la véritable tragédie ne commença pas avec sa mort, mais avec le fait que personne ne voulut sauver cette demeure. Ses enfants ne partageaient pas le sentiment de leur père pour ce lieu. Ils vivaient à une autre époque, celle des gratte-ciel, des téléphones, des voyages rapides. Pour eux, Matinecock Point n'était pas un héritage, mais un fardeau. Dans les années 50, la taxe d'entretien du domaine devint insupportable. Des milliers d'acres de terre, des terrasses de marbre, une centrale électrique privée. Tout cela exigeait des dizaines d'employés. L'un des derniers gérants se souvenait qu'à la fin de la décennie, seules 2 vieilles servantes habitaient la demeure, veillant à ce que le toit ne s'effondre pas. Dans les salles où résonnaient autrefois les orchestres, se trouvaient désormais des seaux pour recueillir l'eau de pluie. Les enfants de Morgan tentèrent de vendre le manoir. Mais personne ne voulait acheter un rappel du passé. Trop cher, trop grand, trop étranger au temps nouveau. Un journal écrivit « Le luxe du 19e siècle ne peut plus exister dans l'économie du 20e ». Ainsi la demeure,
créé comme un symbole d'éternité, se retrouva hors de l'histoire. Cette tragédie n'était pas matérielle, mais morale. La maison, bâtie sur l'idée de la conservation, devint l'exemple de l'impossibilité de conserver. La famille, dont le nom déterminait le destin des nations, ne put même pas retenir ses propres murs. Jack Morgan aspirait à l'ordre et au contrôle, mais le monde qu'il avait bâti rejeta lui-même ses principes. Lorsque, en 63, le manoir fut définitivement démoli, personne de la famille n'était présent. Les ouvriers démontaient les tours et les colonnes, comme les fragments d'un organisme depuis longtemps éteint. L'un des témoins oculaires, un photographe local, déclara plus tard « Quand la poussière retomba, il sembla qu'un morceau de nuage avait disparu du ciel. » Cette histoire n'est pas celle de la destruction d'un bâtiment, mais celle de la perte de sens. Morgan croyait que la force était l'ordre, mais la force se révéla être la capacité de changer. Sa demeure ne put le faire. Chaque détail, chaque pierre avait été créée pour l'éternité, et c'est précisément cela qui le rendit vulnérable. Le conflit moral de Morgan réside dans le fait qu'il était un homme capable de bâtir un empire, mais incapable de lâcher prise sur le passé. Il sauva l'économie américaine, mais ne parvint pas à sauver son propre héritage. Sa richesse se transforma en un monument à une époque où le succès se mesurait non pas par le sens, mais par l'ampleur. Et pourtant, il y a quelque chose d'humain dans cette perte. La grandeur de Morgan n'a pas disparu avec la demeure. Elle a seulement changé de forme. Son nom perdure dans les bibliothèques, les musées, les fondations, où l'argent, autrefois au service du pouvoir, sert désormais au savoir. Mais si l'on écoute plus profondément cette histoire, derrière tous les chiffres, les fondations et les noms, on entend autre chose. La nostalgie d'une maison qui aurait dû être un refuge et qui devint l'ombre d'une ambition. Une maison où les murs se souvenaient des pas, mais ne purent retenir l'âme. Et, peut-être, c'est précisément là que réside sa plus véritable tragédie. Lorsque les bulldozers détruisirent les murs de Matinocock Point, l'Amérique entrait déjà dans une nouvelle ère. Dans le pays, des gratte-ciels de verre et d'acier s'élevaient, symbole de la vitesse et de la transparence des affaires. L'opposé de cette lourde assurance de pierre qu'incarnait la demeure de Morgan. Ce qui était autrefois considéré comme le summum du goût et de la puissance, apparaissait désormais comme une relique. Mais avec la disparition du manoir, commença une autre transformation, moins visible, celle de l'héritage interne de la famille. Jack n'avait pas laissé d'instructions directes concernant le destin de son argent, mais son éducation, son respect pour le savoir et l'art trouvèrent une continuation dans l'activité de sa fille, Anne Morgan. Elle avait vu, du vivant de son père, comment le luxe pouvait priver l'homme de sens, et elle décida autrement. Au lieu de construire de nouveaux palais, elle créa des organisations caritatives, aidant les réfugiés et les femmes après la guerre. Son nom est rarement mentionné aux côtés de Wall Street, mais c'est elle qui donna un nouveau sens au nom de famille. Après la destruction du manoir, une partie significative des terres passa sous la gestion du comté de Nassau, puis sous protection en tant que réserve naturelle. Là où se dressaient les terrasses de marbre, pousse maintenant une forêt sauvage, et l'air est rempli de l'odeur du sel et des pins. Ce ne fut pas une conservation au sens propre, plutôt un retour symbolique de la nature, comme si la terre elle-même avait décidé de reprendre ses droits. La firme JP Morgan & Co. changea également. Après des fusions, des crises, des réorganisations, elle se transforma en un géant moderne, mais déjà sans la voix familiale. Au milieu du XXe siècle, lorsque les banques devinrent des corporations et que les décisions étaient prises par des comités, l'esprit de responsabilité personnelle disparut. Ce monde où un seul homme pouvait sauver le système financier sombra dans le passé. Et pourtant, il y a une certaine justice dans cette disparition. Les Morgan voulaient le contrôle,
Ils obtinrent l'imprévisibilité. Ils construisirent l'éternité. Ils trouvèrent l'oubli. Mais paradoxalement, c'est précisément cela qui rendit leur histoire éternelle. Car en fin de compte, la force de la famille ne se manifesta pas dans la conservation de la pierre, mais dans la conservation du sens, au service de la société, du savoir, de la culture. À New York, sur la 5e avenue, se dresse la bibliothèque Pierpont Morgan, plus modeste que son manoir, mais bien plus durable. On n'y entend pas les pas des serviteurs, ni le tintement des verres. Mais chaque jour, des centaines de personnes y viennent pour toucher l'idée pour laquelle Morgan, peut-être, a vécu. Unir l'argent et le savoir, la matière et l'esprit. Ainsi, la tragédie de la demeure se transforma en métaphore pour le pays. L'Amérique, tout comme Jack Morgan, dut perdre ses palais pour apprendre à construire non pas vers le haut, mais en profondeur, vers le sens. Et bien que les murs de pierre sur Long Island aient disparu depuis longtemps, l'idée qu'ils portaient continue de vivre. Le pouvoir passe, mais le savoir demeure. Aujourd'hui, l'endroit où se dressait autrefois Matinecock Point semble serein. Une pente douce, des cimes de pin, le scintillement de la baie dans la brume matinale. Rien ne rappelle le marbre, l'or, les escaliers par lesquels montaient des invités de renommée mondiale. Mais, si l'on s'arrête et que l'on écoute, on ressent une étrange présence, non pas un fantôme, mais l'écho d'une époque où la foi en l'éternité était plus forte que la peur du temps. La demeure de Morgan a disparu, mais pas son sens. Les historiens disent souvent que le manoir de Long Island était un symbole du passage de l'ancienne Amérique à la nouvelle. Sa destruction est devenue une métaphore de la fin de l'âge d'or, une époque où la richesse était considérée comme une preuve de vertu et la beauté se mesurait à la taille. Wall Street, qui a effacé la demeure de son principal bienfaiteur, a comme reconnu « Le monde, bâti sur la volonté personnelle d'un seul homme, n'est plus nécessaire ». Désormais, à la place des maisons familiales sont restées les banques, les fondations, les bourses, anonymes mais stables. Et pourtant, le paradoxe est que l'idée de Morgan a triomphé sous une autre forme. Il voulait unir le capital et la culture, et il y est parvenu. Sa bibliothèque est devenue un temple du savoir, où viennent étudiants, historiens, chercheurs. Dans ces salles sont conservées la Bible de Gutenberg, les lettres de Catherine la Grande, les partitions de Mozart. Ce pourquoi il valait la peine de construire. Non pas des murs, mais du sens. Non pas le pouvoir, mais l'illumination. C'est là le résultat philosophique de toute cette histoire. L'homme, qui avait commencé avec l'argent, acheva sa vie dans le monde des idées. Sa demeure tomba, mais sa pensée survécut à l'architecture. Contrairement aux autres magnats de cette époque, Morgan ne laissa pas seulement une fondation ou un musée. Il laissa l'habitude de voir de la valeur dans le savoir. Et cela rend son héritage étonnamment moderne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que les gratte-ciels sont devenus encore plus hauts et la richesse encore plus froide, l'histoire de Morgan sonne comme un avertissement. Toute grandeur bâtie pour le contrôle est vouée à disparaître. Seul ce qui est tourné vers l'avenir survit à la destruction. La demeure de Long Island disparut parce qu'elle était enfermée dans le passé. La bibliothèque survécut parce qu'elle est ouverte à tous. C'est là la principale leçon. Le luxe, emmuré dans la pierre, meurt avec son propriétaire. La générosité, investie dans la culture, vit éternellement. Ainsi se termina l'histoire de la demeure que Wall Street effaça. Mais commença l'histoire d'un héritage que Wall Street elle-même ne peut plus détruire. On peut se souvenir de Fitzgerald et de son Gatsby, lui aussi un rêveur, cherchant à bâtir un paradis d'illusions. Mais si Gatsby périt dans la solitude, incompris de la société,
Morgan laissa derrière lui un sens que la société finit par comprendre. Le pouvoir de l'argent ne réside pas dans la possession, mais dans la création. Et peut-être, si un jour quelqu'un longe de nouveau la côte de Matinecock Point et entend le bruit du vent, il lui semblera que ce n'est pas seulement le son de la mer. C'est le souffle du temps, qui nous rappelle tout ce que nous construisons pour l'éternité ne vit pas dans la pierre, mais dans la mémoire.